connaît ces traductions La Voix étroite. Je vais vous présenter les trois protagonistes qui sont autour de moi. Corinna Gepner, qui est ici, a enseigné la littérature française à l'université. Elle a exercé diverses fonctions dans le public et dans le privé avant de devenir traductrice littéraire. Elle est germaniste et elle traduit entre autres Stefan Zweig, Klaus Mann, Erich Kästner, Heinrich Steinfest, W.A. Kaiser, Christian Kracht. Elle a animé pendant une dizaine d'années une émission de radio consacrée aux littératures germanophones et traduite sur fréquence protestante. Elle est actuellement présidente de l'Association des traducteurs littéraires de France et elle intervient en tant que formatrice à l'école de traduction littéraire du CNL, Asfored, et dans divers cursus universitaires et professionnels. Alors à côté de moi, j'ai l'immense joie d'avoir Gisèle Sapiro. Je dis l'immense joie parce que j'ai une grande admiration pour elle, parce qu'elle, je la connais, j'ai lu ses livres, tandis que vous, je vous connaissez moins. Mais elle, j'ai lu ses livres et quand je dis lu, je les ai désossés. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elle a écrit. Elle est docteure en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales. Elle est à la fois spécialiste des écrivains, des institutions littéraires, des années noires. Elle est aujourd'hui directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et elle a publié un livre absolument fantastique chez Fayard qui s'appelle « La guerre des écrivains ». Ceux qui ne l'ont pas lu ont beaucoup de chance parce que c'est devant eux et il faut le lire. 1940-1953, si on veut comprendre quels étaient les enjeux littéraires de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, il faut lire ce livre. C'est un livre absolument essentiel. Et puis elle a publié « Profession écrivain ». C'est un livre collectif avec Cécile Rabot, qui était publié aux éditions du CNRS. Alors ensuite, à côté de moi, Linda Maria Barros, membre de l'Académie Mallarmé, lauréate du prestigieux prix Apollinaire, dont elle défend aujourd'hui la cause en qualité de secrétaire générale du jury, auteure francophone d'origine roumaine. Linda Maria Barros a publié 5 recueils de poèmes, dont les plus récents aux éditions Chênes, le livre de Signes et d'Ombre, qui a eu d'ailleurs le prix de la vocation 2004, La maison en lame de rasoir, le prix Apollinaire 2006, L'autoroute A4 et autres poèmes 2009. Et ces poèmes ont été traduits et publiés dans 28 langues, donc 28 pays. 35. Donc 35, oh là là, je suis encore en dessous de la réalité. Alors donc elle pourra nous dire un tout petit peu justement les enjeux dans chaque langue. Parallèlement, elle a écrit du théâtre ainsi que 2 ouvrages de critique littéraire et elle a traduit une trentaine de livres. Elle vit donc à Paris. Elle a obtenu le titre de docteur ès lettres de l'Université de la Sorbonne et elle est secrétaire générale du Collège de littérature comparée, directrice du Festival franco-anglais de poésie et rédactrice en chef de la Revue internationale de poésie, La Traductière. Bon, n'en jetez plus. À sa gauche, Jean-Charles Vegliane, que je salue, ancien élève de l'ENS, agrégé d'italien, qui a été professeur à l'université de la Sorbonne Nouvelle, où il a fondé le Centre interdisciplinaire de recherche sur la culture des échanges. Il est donc émérite depuis 2015. Sa recherche a porté sur la poétique, les transferts culturels et la traductologie. Depuis son anthologie de la nouvelle poésie italienne qui était en 1977, dont il m'était arrivé de rendre compte à France Culture, nombre de traductions poétiques contemporaines ont été faites par ses soins. Il a travaillé sur la présence italienne en France, en particulier au XXe siècle, et sur les phénomènes linguistiques qui en découlent. Et Vegliante a publié en France des textes de Giorgio De Chirico, Giuseppe Ungaretti, Alberto Magnelli, Amelia Rosselli. Il a fait une édition critique bilingue de La vie nouvelle de Dante. C'est un classique Garnier. Et de nombreuses publications qu'on peut trouver donc sur Internet. Quelques traductions de poètes français vers l'italien. Et on peut dire que parmi ses ouvrages à lui, on peut noter, alors je ne citerai pas tout, Verlamont Dante, préfacé par Jacqueline Risset. C'est tout dire, puisque Jacqueline Risset, c'est Madame Dante, c'est la femme de Dante, comme chacun sait. Ungaretti entre les langues, avec des inédits, chez Italique en 87. Et puis Les Oubliés, chez Obsidian en 94. Et puis D'écrire la traduction, c'est des essais. Et puis Rien commun, chez Belin en 2000. Et enfin, son dernier livre, Où nul ne veut se tenir,
C'est édité chez Bruxelles à la lettre volée. Voilà, je vous ai présenté les protagonistes. Maintenant, je vais dire un mot du sujet. Alors, le sujet, c'est traduction, la voix étroite. C'est vrai que quand on dépend, c'est par ça qu'on finissait tout à l'heure, quand on s'exprime dans de petites langues, qu'est-ce que ça veut dire petite langue? Non pas du tout qu'elles soient inférieures aux autres, mais qu'elles sont dans une situation de géopolitique, évidemment, qui fait que pour des raisons politiques, ces langues sont les langues de pays dominés et en conséquence sont considérées comme des langues dominées. C'est très difficile d'avoir accès au marché mondial. Je compte beaucoup sur Gisèle Shapiro, puisqu'elle a travaillé, elle arrive tout juste des États-Unis, où elle a vu des agents littéraires américains. Les agents littéraires sont l'expression, bien sûr, de la domination du système. Parce que quand on est agent littéraire, je vous assure qu'avant de prendre un écrivain, de représenter un écrivain d'une petite langue, on y réfléchit à 2 fois. Et pourquoi? Parce qu'il faut que cet écrivain, on soit sûr qu'il soit rentable, et en conséquence, les choix se font sur des critères qui ne sont pas toujours seulement des critères de qualité. C'est ce qu'on va essayer de discuter tout de suite. Alors je voudrais commencer par, évidemment, la domination qui existe aujourd'hui dans le contexte éditorial, et en faisant allusion à un livre qui pour moi est absolument central, dont on a parlé à la fin de la séance ce matin. C'est le livre de Pascal Casanova qui s'appelle « La République mondiale des lettres ». Là aussi, si vous ne l'avez pas lu, c'est le moment ou jamais de lire ça. C'est un livre absolument formidable, extraordinaire. C'est dommage que Pascal ne soit pas là, mais sa santé ne lui permet pas. Moi, j'ai travaillé avec elle pendant 15 ans. J'ai beaucoup d'admiration pour son travail intellectuel. Et ce livre en est vraiment l'expression. C'est-à-dire que ce livre, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte, et c'est par ça qu'on va commencer, la domination de la langue anglaise, tout le monde le sait, et la domination de Paris. Pas de la langue française, de Paris. Paris et la langue anglaise. Comment finalement Paris et la langue anglaise organisent le marché des lettres et finalement le marché des traductions. Et je voudrais qu'on essaye de discuter tous de ce premier point parce que c'est un point très très important. Pourquoi cette domination? Elle est historique, elle tient évidemment à l'histoire, mais pas seulement à l'histoire et à la politique. Je veux dire que petit à petit, les habitudes se sont faites, des habitudes se sont créées, et bien que la langue anglaise soit une langue véhiculaire, qui aujourd'hui est un passage obligé pour tout le monde, je dirais, la ville de Paris, et c'est Pascal qui le dit très bien, représente quand même quelque chose de par son histoire, de par la manière dont elle séduit, de par, au fond, le fantasme qui continue à vivre autour de la ville de Paris, qui explique que le français continue à jouer un rôle aussi dominant. Alors la question que je voudrais vous poser à l'un et à l'autre, je voudrais partir d'un exemple, c'est un exemple qui est à peine effleuré par Pascal, mais que je développerai. Pascal Casanova parle dans son livre, par exemple, de la difficulté des écrivains africains à venir au marché mondial. Et moi, j'ai un exemple très, très vivant. Il m'est arrivé d'être rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait Le Matin de Paris, décédé. Et je m'occupais dans ce journal décédé du supplément livre, évidemment, que je dirigeais. Et un jour, quand j'ai reçu pour la première fois une édition française d'un livre de Soyinka, écrivain nigérian, j'ai lu ce livre, j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai titré le Matin des livres sur Soyinka. Et en plus, je l'ai titré en disant « Un très grand écrivain nous apparaît enfin ». C'était mon titre de première page. Le journal était dirigé par un type qui s'appelait Max Gallo, obscur individu, aujourd'hui décédé. Et alors Max, quand il voit le journal paraître, il me convoque, il me dit « Mais t'es complètement fou. Tu commences à titrer un supplément littéraire avec un écrivain nigérian, mais t'es vraiment dingue. Qui va lire ça? Qui va s'intéresser à cet Africain ?» Et alors je terminais mon papier en disant « Et je parie que cet écrivain aura le prix Nobel. » Je suis désolé de dire ça, mais 6 ans plus tard, il a eu le prix Nobel, effectivement. Et je me suis permis d'envoyer un mot à Gallo qui m'avait dit, parce qu'on se parlait comme ça dans un journal, on parle très, très vulgairement, hélas, et Gallo m'a dit « Un nègre inconnu sur qui tu titres, c'est insupportable. Ça va faire chier tout le monde. Et personne ne lira ton Matin des livres. » Et j'ai écrit « Mon nègre inconnu a eu le prix Nobel, mon cher Max. » Et il ne m'a pas répondu.
Bon, alors c'est à vous. Comment vous interprétez cette histoire, mais surtout cette domination, pour parler de choses sérieuses, cette domination de Paris et de la langue anglaise? Oui, tout d'abord, merci de me convier à cette rencontre qui est, je pense, très importante parce qu'il faut mener une réflexion collective et avoir des politiques volontaristes pour contrer le mouvement qui est en train de, plus que s'esquisser, qui est en train de se confirmer de jour en jour, de ces concentrations éditoriales et de cette aussi dépossession des éditeurs, finalement, de ce qu'on appelle en anglais le gatekeeping, le droit d'entrée dans le monde littéraire, avec la montée des agents littéraires, que je ne stigmatise pas en tant que tels, mais il est vrai qu'il y a un certain nombre d'agents, comme un certain nombre d'éditeurs de grands groupes, qui imposent des contraintes de plus en plus drastiques du point de vue économique et qui conduisent à ce qu'on a pu constater, c'est-à-dire la disparition des librairies indépendantes aux États-Unis, et puis maintenant la disparition même des chaînes de librairies. Bon, Amazon a maintenant une politique de traduction. Il se trouve que j'ai rencontré la responsable de cette politique qui ne fait apparemment pas que du business, mais et la plupart des agents disent qu'ils ne font pas que du business, mais il est vrai que c'est quand même le business. Voilà. Alors, comme vous l'avez très bien dit, les conditions d'accès en fait à ce marché mondial de la traduction sont complètement inégales, et comme vous l'avez très bien dit, les grands agents américains n'ont pas du tout envie de s'embêter ni avec des traductions, ni avec D'abord, ils prennent des auteurs, et des auteurs qui écrivent en anglais. Alors, Soyinka, oui, mais Soyinka écrivait en anglais. Oui, mais voilà, c'est-à-dire que c'est pas n'importe. Il aurait écrit en swahili ou en une autre langue, les chances d'avoir le Nobel disparaissaient complètement. Et qu'on regarde, en fait, il y a un seul écrivain de langue arabe qui a eu le prix Nobel. Et c'est pas une petite langue, la langue arabe. Donc il y a des conditions complètement inégales d'accès à cet espace de reconnaissance. Alors le rôle de Paris que Pascal a admirablement montré dans ce livre, en fait, est quand même en déclin depuis les années 70. Du fait d'un renversement historique entre Londres et New York, New York étant devenue en fait la capitale littéraire, et pas seulement, c'est pas seulement une domination économique, il y a aussi une hégémonie culturelle. Et il se trouve que j'ai travaillé sur les traductions du français aux États-Unis dans la période de la mondialisation, et c'est vrai qu'on observe un déclin des traductions du français et surtout une relégation du français au pôle le plus indépendant de l'édition, ce qui veut dire que ce qui est traduit du français, c'est toujours la littérature qu'ils appellent upmarket, haut de gamme. Mais cette littérature est de plus en plus exclue des grandes maisons littéraires traditionnelles comme Knopf, comme FSG, comme Harcourt Brace, et reléguée à et heureusement qu'il y en a, des tout petits éditeurs indépendants, mais dont les livres ne sont même pas présents en librairie, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent par des réseaux informels et par vente en ligne, et là, l'Internet est une véritable ressource, et les presses universitaires qui, aux États-Unis, traduisent de la littérature, mais ça vaut plutôt pour la littérature moderne, il y a quelques contemporains. Voilà, donc le paysage est quand même pas très... Alors, là où Paris continue à jouer un rôle important, et c'est Paris, et vous avez raison d'y insister, parce qu'il y a aussi dans l'ère francophone une sorte de concentration très forte autour de Paris qui fait que les traductions circulent à partir de Paris, et donc les chances aussi d'être traduit pour un écrivain africain de langue francophone, c'est d'être publié à Paris. Donc ça, ce sont aussi les variables cachées, c'est ce que montre Claire Ducournau dans son livre sur la fabrique des classiques africains, qui est paru chez CNRS Éditions il y a 2 ans. Elle montre qu'en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire les conditions d'accès à cette visibilité internationale, c'est d'être publié
à Paris. Et donc se pose aujourd'hui toute la question, ça avait été débattu à Francfort, des éditeurs africains. Comment est-ce qu'ils construisent un espace propre face à la domination des grands groupes comme Hachette, etc. Et pour dire aussi comment ça fonctionne pour les agents, vous l'aviez souligné, l'auteur japonais le plus connu, c'est Murakami, il a un agent américain. Donc, ce n'est pas un hasard que ce soit l'auteur japonais le plus connu. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'autres écrivains au Japon. C'est que les conditions d'accès à la visibilité passent par la capacité des intermédiaires d'imposer ces auteurs. Voilà. Alors, l'histoire de la littérature universelle... Excusez-moi, je peux peut-être... Justement, je voudrais dire quelque chose, parce que je voulais vous interroger là-dessus, si vous me permettez de dire avant que vous me parliez, parce que Pascal dit dans son livre que l'histoire de la littérature universelle, c'est aussi celle des révoltes. Et je voudrais savoir comment les traducteurs, c'est ça que je voudrais vous demander, se positionnent par rapport à cette question de la révolte. Parce qu'elle dit qu'on peut subvertir exceptionnellement cette loi littéraire, on peut, par l'invention de formes nouvelles, au fond, libérer des écrivains. Alors je voudrais savoir si vous vous sentez, au fond, l'âme, en tant que traductrice, d'une libératrice d'écrivains. C'était ça que je voulais vous demander. Alors, je crois que ça rejoint effectivement mon propos. Alors, je l'exprimerai peut-être en termes de révolte, d'ailleurs, même si elle n'est pas forcément explicitement formulée. Mais il me semble effectivement souhaitable d'apporter un correctif à ce tableau qui est plutôt sombre et plutôt déprimant, qui reflète une réalité très évidente à laquelle on est confronté de plus en plus fréquemment et lourdement. Mais il y a deux choses pour moi. D'une part, le paysage éditorial est très contrasté. C'est-à-dire que vous avez effectivement un certain nombre de grandes maisons, de grands groupes, etc. Et vous avez quand même depuis un certain nombre d'années maintenant de plus en plus de petits ou moyens éditeurs qui ont à cœur de faire entendre d'autres littératures, avec tout ce que ça suppose de risques, de difficultés. Mais certains connaissent d'ailleurs une reconnaissance tout à fait exceptionnelle. Je pense, j'ai un exemple en tête, c'est le Nouvel Attila, qui ne publie pas énormément de livres, mais quand il croit en un livre, il sait le vendre. Et donc, il y a toute une littérature qui accède au public par l'intermédiaire de ces maisons d'édition qui sont très variées, qui sont souvent portées par un désir fort d'un individu qui donne forme à ce projet. Et puis, du côté des traducteurs, je pense qu'ils ont un rôle tout à fait majeur et qu'ils jouent depuis de longues années déjà, depuis un bon moment, qui est précisément, de par leurs compétences, de par leur amour pour un pays, pour une culture, pour ce que vous voulez, sont à même d'introduire des écrivains, des littératures inconnues jusque-là. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le rôle d'apporteur. Et ce rôle-là, je connais un certain nombre de traducteurs de langues, alors petites langues, rares, de petite diffusion, on ne sait jamais comment dire parce que aucun terme, aucune formule n'est adéquate, mais qui ont fait connaître la littérature slovène, les littératures scandinaves, la littérature catalane. Je veux dire qu'il y a de multiples exemples, et sans eux, et sans la confiance que leur accordent aussi les éditeurs, il y a toute une part de la littérature mondiale qu'on ne connaîtrait pas. Et donc, je dirais qu'il y a des effets, je crois beaucoup au contrepoids, en fait. Et même s'il y a une domination écrasante, comme vous l'avez dit, des littératures anglophones, et encore, pas toutes les littératures anglophones, voilà. Donc, simplement pour apporter ce correctif. Je suis tout à fait d'accord, et surtout sur le paysage français, en fait, parce que, et la raison, et c'est pour ça que je parlais au début de politique volontariste, c'est qu'en France, on a une politique du livre, une politique de défense de ces éditeurs, une politique de soutien à ces livres par le CNL, ce qui n'existe pas. Et d'ailleurs, aux États-Unis, les petits éditeurs dont j'ai parlé qui arrivent à faire ça, ils s'appuient beaucoup sur les dotations des pays sur les aides à la traduction. Du coup, il y a aussi une inégalité entre les langues selon qu'il y a des
langues plus aidées que d'autres. Voilà. Donc, et sur le rôle des traducteurs, alors il est tout à fait important justement à ce pôle indépendant. Autant il a très peu de poids en termes de propositions au pôle de grande production, comme l'appelle Pierre Bourdieu, autant à ce pôle de production restreinte, les traducteurs sont les intermédiaires principaux. Tous ces petits éditeurs aux États-Unis, ils s'appuient sur les compétences, les connaissances des traducteurs qui leur apportent des projets. Jean-Charles Le Guyand, j'aimerais que vous complétiez la chose parce que je suppose qu'il vous est déjà arrivé de proposer des auteurs italiens à des éditeurs français. Comme moi, j'ai déjà vu la chose du côté des éditeurs, et je pense évidemment à Gallimard, je pense au Seuil, pour parler de grandes maisons d'édition. Ça va aller un petit peu contre ce que Gisèle Chavirot vient de dire. Dans ces maisons d'édition, grandes maisons d'édition, le nombre de traducteurs auxquels on fait confiance est extrêmement faible. 1. 2. Quand on fait confiance à un traducteur, la question qu'on lui pose, c'est « Et à ton avis, on en vendra combien ?» Et à ce moment-là, si le traducteur dit bah, « Je ne sais pas, hein, j'ai aucune idée de ce qu'on va vendre ce livre », eh bien la décision n'est pas prise, non, Jean-Charles Begliand? Oui, merci. Je suis un peu mal à l'aise parce que je m'occupe, moi, exclusivement, depuis des années, de toute ma carrière, en fait, de poésie. Et de poésie italienne. Or, la poésie a besoin de l'écrit. Je n'ai rien contre la poésie orale, elle est même très importante, mais peut-être pas au niveau où on la place parfois. Mais quand même, le texte, c'est de l'écrit. Et là, nous sommes un peu dans une représentation de type médiatique qui me met un petit peu mal à l'aise. Mais je peux quand même donner quelques éléments. Par exemple, il m'a été très difficile de faire publier à l'Imprimerie nationale, quand même, c'est pas rien, la Comédie de Dante, en la faisant intituler La Comédie et pas La Divine Comédie, hein. Et deuxièmement, en faisant indiquer sur la couverture Dante Alighieri et pas Dante tout seul, en grosses lettres. Pourquoi? Parce que la comédie, personne ne repère ce que ça veut dire. On pense peut-être à Balzac, enfin on pense à diverses choses. Et puis si on met Dante Alighieri, sur quel rayon ça va être? Sur le D ou sur le A? Bon. Donc il y a des problèmes comme ça qui ont l'air vulgaires, mais qui prennent beaucoup de temps quand on essaie de batailler justement dans les petites, entre guillemets, langues, si je puis dire pour l'italien, et avec des auteurs exclusivement de poésie. Je viens de publier l'un des plus grands poètes italiens, certainement l'un des 4 plus grands, qui s'appelle Giovanni Pascoli. Voici le livre. J'ai mis 10 ans à sortir ce petit livre, parce que personne ne me croyait, qui sait, on ne connaît pas, personne n'en voulait. Et effectivement, les espoirs de vente ne sont peut-être pas énormes. Voilà, c'est un poète immense, de la taille de Victor Hugo, disons. Si Victor Hugo n'avait pas écrit de roman, ça serait tout à fait comparable. Il a écrit aussi beaucoup de poèmes en latin, pas seulement quelques-uns pour s'amuser, comme Baudelaire et Rimbaud, mais beaucoup de poèmes latins, dans la métrique latine impeccable. Il était professeur de lettres classiques, bien sûr. Et voilà, c'est quelqu'un qui est totalement inconnu. Je me suis promené pendant ces 10 années, je ne raconte pas d'histoire, avec une pièce de 2 € à l'effigie de Pascoli, pour montrer que quand même, il a au moins... Il existe, oui, il existe, et il a au moins cette valeur d'échange, bon, peut-être symbolique, mais enfin, en l'occurrence bien réelle. Voilà, ce sont des petites choses, pas du tout sur le mode de la plaisanterie, parce que moi, ma vie est passée là-dedans, et en partie a été consumée là-dedans. Il est très difficile de faire passer un discours qui ne soit pas médiatique. Et je crois que c'est ça l'essentiel pour nous, que ce soit en américain, en chinois ou en français de Paris, puisque je suis tout à fait d'accord avec la distinction entre le français et ce qui se passe à Paris. Et c'est là qu'est notre vrai combat, je crois. Un dernier mot sur les Africains. L'année dernière, nous avons présenté, dans le cadre du Printemps des poètes, 3 jeunes Africains, qui écrivent en français. Une béninoise qui fait de la poésie orale, mais que j'apprécie beaucoup. Ce n'est pas toujours le cas. Un Burkinabé déguisé en Côte d'Ivoirien, parce qu'il vaut mieux pas trop dire qu'on est Burkinabé.
et puis un Camerounais. Et ça a eu un immense succès, un immense succès. Il y a eu plusieurs présentations, aussi bien à la Cité des Arts qu'au musée du Quai Branly. Il y avait une assistance extrêmement fournie, et vraiment, là, on entend des voix qui sont différentes, qui ne passent pas par les grands canaux de communication, justement, qui sont très peu médiatisés, en fait, et qui peuvent toucher des gens au plus profond. Et bon, pour moi, la littérature, par excellence, à savoir la poésie, c'est ça. Et alors peut-être on peut vous demander, vous qui êtes Linda Maria Barros, qui est d'origine roumaine, mais qui écrivait en français, comment s'est passé ce passage du roumain au français? Et est-ce que vous avez l'impression que vous avez épousé une langue qui vous donne la possibilité d'avoir accès à un public relativement important? Il y a eu une Roumaine qui a eu un prix Nobel dans les quelques années qui viennent de s'écouler, mais enfin, ce n'est pas une Roumaine ordinaire, elle écrivait en allemand. Elle écrivait en allemand. Alors on peut dire qu'évidemment, c'est une Roumaine qui l'a eu, mais la langue qu'elle pratiquait, Herta Müller, c'était l'allemand. Et donc, au fond, la langue allemande, c'est facile à couronner. Donc on peut se dire que la langue roumaine, elle, n'a pas de prix Nobel. Non, mais c'est vrai, cela me rappelle une histoire. C'était, je pense, il y a quelques années. C'était la dernière édition de la Biennale des poètes de Liège. Et quelqu'un dans la salle, un jeune poète, un francophone, je ne me rappelle plus du tout son pays d'origine, mais en tout cas un francophone dit à un moment donné, « Ah, mais c'est étrange, quand même. Elle écrit en parlant de moi. Elle écrit en français. Choran écrivait en français. Luca écrivait en français. Tzara, donc une très très longue liste. Il finit avec l'allemand. Et la conclusion, c'était en fait aucun roumain n'écrit en roumain. Donc ce qui signifie qu'au fond, il y a des langues qui sont marginalisées. Oui, comme le dit Sylvestre, heureusement il y a quand même quelques auteurs, ils sont même nombreux. Il faut quand même préciser qu'à la différence de ce qui se passe dans certains pays de ce qu'on appelle, disons, l'Occident, en Europe centrale et de l'Est, la nouvelle génération est extrêmement riche, surtout la nouvelle génération de poètes. Quand je dis riche, ça veut dire qu'il y a une vague, par exemple, autour des années 2000, la génération dite 2000 compte rien qu'en Roumanie une centaine de poètes, ce qui est tout à fait impressionnant. Mais malheureusement, c'est vrai, écrire en roumain pose certains problèmes, disons des problèmes plutôt inquiétants, voire tellement grave que, oui, c'est vrai, cela ne permet en aucun cas l'accès à la traduction, sauf si on passe par des voies absolument différentes. Et il se trouve, puisque je parle de la nouvelle génération, il se trouve qu'il existe une voie complètement différente. Il s'agit d'un projet européen qui marche merveilleusement bien. Le projet s'intitule Versopolis. Il regroupe 15 structures poétiques, à savoir 15 festivals. Et chaque festival propose de son côté 3 poètes représentant d'un pays ou d'un certain, disons, courant. Voilà, ce n'est pas vraiment quelque chose de géographique ou pas nécessairement. Et invite à son tour 4 poètes étrangers qui participent, n'est-ce pas, à toutes les manifestations. Par exemple, en France, c'est le Printemps des poètes, donc 4 auteurs ont été invités cette année, ils ont eu quelques lectures, mais, et c'est ça le point essentiel, ces 4 poètes sont traduits à la fois en anglais et en français. Donc, bon, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment pour dire qu'il y a vraiment d'autres voies et qu'il y a des projets qui fonctionnent mais merveilleusement bien. Alors vous avez raison de dire qu'il y a d'autres voies, mais en même temps, curieusement et paradoxalement, vous prenez l'exemple de la poésie, et là, effectivement, il y a l'édition de poésie étrangère, et on a en France, à l'occasion de festivals, des maisons d'édition, des collectivités locales qui acceptent de traduire
des recueils de poésie de petite langue, enfin de langue, disons, dominée, de langue dominée. Bon, je dirais plutôt de langue dominée plutôt que petite. Et ils acceptent de traduire donc ces livres de langue dominée. Mais ce n'est pas du tout le cas pour les romans, pas du tout le cas. Et vous n'avez pas d'exemple du même type pour le roman. Alors, est-ce que ça signifie que... Je voudrais que Jean-Charles Fegliante, vous qui vous êtes spécialisé dans la poésie depuis des années, est-ce que vous avez l'impression que, paradoxalement, la situation est plus facile dans le domaine poétique qu'ailleurs? Ah ben, Roumain, oui, dans le cadre de festivals, entre autres, en France. Non. Mais dans de petites maisons d'édition. Dans de petites oui, maisons oui, bien sûr. Oui, bien. Cartarescu, des choses comme ça. Oui. Non, pas Cartarescu. Lui, il est très peu traduit en français. Il est plutôt traduit ailleurs, mais il y a d'autres auteurs roumains. En français, il y a 3 livres de lui en français. Oui, mais bon, disons qu'il n'a pas eu le même succès qu'ailleurs. Voilà, voilà, il faut nuancer. Mais il y a d'autres auteurs qui, oui, en effet, sont traduits par de grandes maisons ou dans le cadre de festivals. Oui, je pense que c'est à nuancer un petit peu. Jean-Charles Fegliante. Oui, pardon, excusez-moi. Merci. Oui, on peut se le passer facilement. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas que répondre. J'ai l'impression quand même que les poètes sont traités de 2 façons un petit peu différentes, selon qu'ils soient également romanciers ou pas. Alors ceux qui sont également romanciers peuvent s'appuyer sur leur notoriété en prose pour faire publier, y compris chez Gallimard, qui prend très peu de poésie, des recueils de poèmes traduits d'une langue étrangère qui, entre nous, ne valent absolument rien. Mais ces noms sont connus, donc on pense qu'il y aura quelques ventes. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas bis, disons. Puis il y en aura un troisième si vous voulez. Le deuxième cas, c'est Pascoli, un poète immense qui est totalement inconnu. Il a eu un recueil traduit en 1925 par un professeur de la Sorbonne, mon collègue, que je respecte bien entendu, mais qui n'a eu absolument aucun succès parce que les traductions de professeurs sont en général exécrables. 1925, voilà. Depuis, il n'y a rien eu. Il y a eu des choses éparses en anglais, Seamus Heaney, excusez du peu, en français, Yves Bonnefoy, excusez du peu, mais enfin, il n'y a pas eu de publication. Voilà. Et c'est un immense poète. Donc là, il y a une forme d'ignorance dont Elio Vittorini disait « Cher Français, elle me donne le vertige ». Elio Vittorini. Et puis le vrai deuxième cas, ou troisième si vous préférez, ce sont ces petites maisons d'édition qui effectivement passent des alliances. Alors là, c'est même pas la peine de convoquer Bourdieu, c'est plus simple que ça, on va dîner ensemble, etc. Tu me publies, je te publie, et là, effectivement, il y a un certain nombre d'échanges qui fonctionnent. Voilà. Je les laisserai de côté parce que, en fait, quelle diffusion ont-ils? Ça serait à voir. Alors, justement, parlons de cette voie étroite qu'est la traduction, puisque c'est le sujet de notre rencontre. Voie étroite, vous avez cité tout à l'heure, Gilles Shapiro, l'aide des institutions littéraires françaises. Je crois que c'est quand même très, très important. Parce que les éditeurs, les petits éditeurs qui procèdent à la traduction de langue étrangère soumettent leurs textes au CNL, donc, et à ce moment-là, il y a une aide possible du CNL. Avec l'aide du CNL. Et ça, c'est absolument essentiel, non? Et je voudrais dire que, pour le coup, la politique culturelle française en matière de traduction est très particulière parce qu'elle n'aide pas seulement à l'extraduction de la production du français vers d'autres langues, comme le font la plupart des pays pour soutenir les littératures contemporaines nationales, mais aussi à l'intraduction en français d'autres langues. Et ça, c'est vraiment très rare, surtout pour la littérature contemporaine. Il peut y avoir des programmes de traduction, des chefs-d'œuvre classiques. Mais ça, et en cela, on pourrait dire que Paris joue aujourd'hui ce rôle de maintien d'une diversité culturelle, linguistique, parce que c'est souvent à partir des traductions en français que ces auteurs sont repérés et sont traduits dans d'autres pays. Et donc ça, c'est un rôle vraiment important mené par le CNL depuis 89, depuis la mise en place de
cette politique d'aide, elle me paraît très importante, comme toutes les autres initiatives qui ont été mentionnées, c'est-à-dire les festivals, ces rencontres, enfin tout ce qui se passe effectivement hors de la sphère médiatique. Et pour parler de l'effet de la sphère médiatique, ça a été évoqué, et on parlait de la littérature roumaine et des littératures d'Europe de l'Est, il y a un travail très important de Ioana Popa qui a étudié les traductions littéraires des pays d'Europe de l'Est sous la période communiste. Et elle montre que ça a été une période où il y a eu beaucoup de traductions, beaucoup d'intérêt pour ces pays, et qu'en fait, après 89, ou plutôt après 92, parce que c'est le délai, là, il y a une chute d'intérêt, parce qu'il n'y a plus d'intérêt médiatique, parce qu'il n'y a plus d'enjeux politiques. Et en fait, il y a un retour maintenant, et notamment grâce à la mise en place de politiques d'extraduction dans ces pays, en fait. Alors, Corinna Gepner, j'aimerais que vous me disiez ce qu'il en est des rapports des traducteurs avec le CNL. Je veux dire par là que, est-ce que c'est pas très important pour un éditeur qui veut traduire un petit peu de langue étrangère d'avoir, au fond, dans sa poche, un ou deux traducteurs à qui il fait confiance et dont il sait aussi que ce traducteur est bien reçu par le CNL et donc que sa traduction sera favorisée par le CNL et sera effectivement choisie. J'ai vu la pratique d'un certain nombre de maisons d'édition qui recherchent des intermédiaires avec le CNL parce qu'ils ont peur que éventuellement tel ou tel projet ne soit pas accepté. Alors, écoutez, pour avoir fait partie pendant 3 ans de la commission littérature étrangère du CNL, en tant que traductrice germaniste, je peux vous dire que ça ne se passe pas comme ça. Et heureusement, voilà, après, la maison d'édition peut faire appel à tel ou tel traducteur. En général, une maison d'édition a des habitudes de travail avec un traducteur. Je sais que c'est mon cas. Enfin, j'ai débuté dans la traduction il y a une vingtaine d'années. Et les habitudes de travail se sont construites au long cours, au fur et à mesure des publications. Voilà. Mais en réalité, si ces pratiques occultes existent, je n'en ai pas connaissance. En tout cas, ce qui se passe, c'est que... Donc vous êtes bien du côté de l'institution, si vous n'en avez pas connaissance. Peut-être. Alors, non, pour revenir plus largement sur la question du rapport du CNL avec les traducteurs, il y a des habitudes de travail entre la TLF et le CNL depuis longtemps pour améliorer justement les conditions de travail des traducteurs. Et il y a un point extrêmement important, c'est que si le CNL soutient massivement la traduction de la littérature étrangère, il a œuvré aussi pour aider à instaurer de meilleures conditions de rémunération pour les traducteurs. Alors, non pas de manière générale, mais en tout cas, dès qu'il y a une demande de subvention... il faut qu'il y ait un minimum de salaire. Mais, oui, c'est ça, de tarifs au feuillet, et ce mode de calcul voilà, pour les traductions. Et je peux vous dire que, je vous citerai un chiffre qui est tout à fait significatif. Il y a quelques années, un éditeur, pour demander une subvention, devait payer au moins son traducteur 18 € le feuillet. Et on est passé de 18 à 21 € le feuillet. Donc désormais, voilà, il faut, c'est la rémunération. Évidemment, l'éditeur peut payer plus. Hein, mais en tout cas, suppose que je ne vous révélerai rien en vous disant que je connais nombre de traducteurs qui sont payés entre 12 et 16 € le feuillet, pour ne pas dire moins parfois, et qui bien sûr, et dont les éditeurs du coup ne font pas de demande d'aide au CNL. Mais vous savez, on est effectivement au courant des prix qui se pratiquent. Certains sont proprement scandaleux. Nous n'avons pas le droit en France de préconiser des tarifs. Alors ce que nous faisons, c'est que nous avons des enquêtes rémunération qui indiquent des fourchettes de prix, de tarifs, ce qui permet quand même de se rendre compte si on est dans la moyenne ou vraiment très en dessous. Là, je dirais qu'après, il n'y a pas d'autre moyen que la négociation individuelle, et chacun sait qu'elle a parfois peu de chances d'aboutir, mais tout de même. Et en tout cas, pour revenir juste brièvement sur la façon dont les choses se passent dans la commission littérature étrangère, tout est anonyme, c'est-à-dire que vous avez des lecteurs qui doivent expertiser les demandes de subventions, et ce sont donc, et au moment donc ils sont choisis par le CNL, et au moment des commissions, donc les membres de la commission ignorent qui sont les lecteurs.
et donc juge sur l'avis qui est formulé. Mais cet avis lui-même ne fait pas loi, c'est-à-dire qu'il y a une véritable discussion, et si l'on considère qu'il y a des partis pris un peu discutables dans la fiche de lecture, on peut demander une autre lecture, il y a une vraie discussion sur le fond. Voilà. Et donc, comme la personne qui a fait l'expertise ignore qui est le traducteur, seuls les membres de la commission le connaissent le jour même de l'examen. Ça se fait alors en toute impartialité, sauf que bien évidemment, quand certains auteurs sont traduits exclusivement par un traducteur, bon, il n'est pas très difficile de deviner de qui il s'agit. Voilà. Alors, puisqu'on a parlé des institutions... J'ai oublié de... Je voudrais que vous parliez des institutions culturelles anglaises. Voilà. Ah oui, parce que vous nous disiez... Non, je sais bien qu'il n'y en a pas. C'est pour ça. Je voudrais ajouter, parce qu'on a mentionné le CNL, mais il y a aussi l'Institut français qui joue un rôle dans la session de droit, mais aussi dans l'organisation de résidences de traducteurs. Donc ça me paraît quelque chose d'important qu'il faudrait développer. D'ailleurs, j'avais fait un rapport préconisant le développement d'ateliers pour la traduction de sciences humaines et sociales, parce que c'est souvent associé à la traduction littéraire, alors que c'est des problématiques très différentes en termes de pratique. Voilà. Alors moi, je voulais vous poser la question, mais à vous et à d'autres, de ce qui se passe dans le domaine anglais. Parce que comme nous n'avons pas de politique culturelle dans le domaine de la langue anglaise, du même type que la politique culturelle française, il n'y a pas d'aide à la traduction venant d'un petit pays. Alors par exemple, reprenons un livre écrit en roumain. Ce livre écrit en roumain, il peut être aidé par le CNL pour être traduit en français, mais il n'y a pas d'aide symétrique pour être traduit en anglais. Alors, il n'y a pas d'aide symétrique, effectivement, mais il y a quand même... tout d'abord, il y a le fonctionnement des maisons d'édition à but non lucratif, qui sont fondées en fait sur les aides des fondations philanthropiques, dont on peut voir une sorte d'équivalent structurel à l'aide étatique, même si ce n'est pas les mêmes instances. Elles mettent en avant leur mission par exemple, la traduction, c'est une des missions mises en avant pour justifier leur activité à but non lucratif. Donc ça, c'est une chose, et beaucoup de ces petits éditeurs qui traduisent, ils sont sur ce statut. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien en France, parce que ce n'est pas très développé. Par ailleurs, il y a la fondation, mais c'est vrai que la National... là, je parle surtout des États-Unis, parce qu'en Angleterre, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. National Foundation for the Arts, je pense qu'elle n'aide pas pour des traductions, pour des choses d'autres langues. Maintenant, il y a un programme européen d'aide à la traduction, littéraire, qui a été mis en place, je sais pas, il y a une dizaine d'années, et qui devrait être, à mon avis, un peu étendu, mais c'est vrai que c'est clairement son rôle. Et puis après, je ne sais pas s'il y a des équivalents dans d'autres aires. Vous voulez parler de ça, peut-être ? Oui, parce que moi, je voudrais venir maintenant, parce que c'est bien de parler des institutions et de ce qui est favorisé, je voudrais venir maintenant au contenu. C'est-à-dire que dans son livre, Pascal Casanova nous dit qu'au fond, si on veut faire carrière, il faut se plier à un ensemble de règles qui ne sont pas seulement esthétiques, et qui sont des règles pas seulement littéraires, mais qui sont sociales, politiques et même mondaines. Et que donc, il y a un vrai problème du point de vue de la sélection des titres qui sont effectivement traduits, et qu'au fond, il faut soit rompre délibérément avec ces règles, mais en même temps, sans exagérer sa propre différence. Et que si on exagère trop sa propre différence, eh bien, c'est le cas de l'auteur que vous venez de traduire, Vegliante. Au fond, comme il n'a pas du tout été traduit, comme personne dans le petit monde éditorial ne sait ce qu'il en est, voilà, donc très difficile de l'apercevoir, bataille extrêmement difficile pour arriver à un résultat. Alors je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ça, c'est-à-dire si la différence d'un auteur sur le plan stylistique est au fond une carte à jouer ou éventuellement un obstacle de plus. Je peux redire un mot sur Pascoli, si vous voulez. Ayant traduit la comédie de Dante et ce choix que j'ai appelé l'impensé, la poésie de Pascoli, je peux dire qu'ils sont aussi difficiles l'un que l'autre, au moins aussi difficiles l'un que l'autre. Peut-être Pascoli plus difficile que Dante, peut-être, à traduire. Et je crois que ça, c'est un élément à prendre en compte. Parce que, en poésie, en tout cas, je ne parle que de ce que je fréquente et connais,
il faut traduire la beauté. Bon, è una parola, comme disent les Italiens. Il ne suffit pas de le dire. Donc, bon, où on s'en tient au contenu, et là, franchement, ça n'a pas grand intérêt. Imaginez Baudelaire traduit uniquement d'après les contenus. J'ai vu au bord de la route une charogne qui sentait très mauvais. Bon, enfin, etc. Je veux dire, c'est abominable, quoi, c'est le cas de le dire. Donc, il y a un énorme travail, un énorme travail difficile de faire entrer bon, le lecteur dans ce monde qui est particulier, qui est le monde de la haute littérature poétique. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je pense que ce que montre Pascal est plus complexe que ce tableau. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui ressemble tellement à ce qu'on connaît qu'on va dire mais c'est pas la peine de traduire parce qu'on a déjà ça à la maison. On peut avoir des choses qui paraissent étranges ou qu'on voudra rendre encore plus étranges ou plus exotiques qu'elles ne sont pour les rendre plus différentes, et ça se passe beaucoup. Par exemple, Richard Jacquemont l'a montré pour les traductions de l'arabe, où on met en avant, on radicalise, en fait, on pousse. Il y a aussi une enquête menée par Isabelle Charpentier sur les femmes écrivaines du Maghreb, où on va les pousser vers montrer la différence, alors que ce n'est pas forcément leur objet. Donc c'est très complexe parce qu'il y a différents usages aussi de ces traductions. Il y a des usages exotisants, il y a des usages ethnographiques, il y a des usages politiques. Et en fait, on voit, là je sors dans ma collection chez CNRS Éditions un livre de Tristan Leperlier sur les écrivains algériens de la décennie noire. Et il montre comment dans cette période de guerre civile, la difficulté qu'ont eu ces écrivains à résister justement aux pressions, aux attentes très fortes de politisation, alors évidemment qu'ils voulaient témoigner, mais enfin, ça allait de pair avec des contraintes en termes formels du point de vue de l'écriture et qui n'était pas forcément ce qu'ils voulaient faire. Donc, et donc sur la traduction, c'est a fortiori. Moi, je me rappelle que j'avais traduit le premier livre de David Grossman, Le sourire de l'agneau, et c'est très difficile, c'est un hébreu très difficile, il y a des métaphores très ardues, et j'avais voulu voir comment avait travaillé, c'était déjà traduit en anglais, et j'ai regardé la traduction anglaise. Comment ? Madame Néron, qui avait fait une première traduction en français. Du sourire de l'agneau ? Je ne sais pas si c'était elle. Je ne me souviens plus. En tout cas, c'était extraordinaire. Il n'y avait plus une métaphore. Il ne restait plus que le story, la story, comme ce qu'on a tenté. Et donc, voilà. Elle n'était pas toujours très heureuse. C'était son premier livre. C'était parfois un peu lourd. Mais enfin, voilà. C'était un parti pris comme on dit en traductologie, il y a la domestication, où il y a la foreignisation, rendre la défamiliarisation. Donc il peut y avoir des stratégies de traduction qui vont dans un sens ou dans l'autre. Alors par exemple, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une stratégie du même type à partir de la langue roumaine ? Par exemple, le fait que dans la vieille génération, les Français ont choisi facilement Paul Goma, Virgile Tanaz, parce qu'on savait qu'ils avaient une position un peu individuelle, exceptionnelle, non ? Oui, enfin, il faut nuancer là. Il faut nuancer. Tout ce qui relève de la sphère politique est à nuancer quand il s'agit de ce pays. Oui, pour Goma, non pour l'autre. Certainement pas parce qu'on a sorti son dossier et voilà. Non, mais le choix français. Le choix français, mais ça, ce n'est pas un ancien choix. Ça, on a publié 2 livres. Oui, mais ensuite, il n'y a pas eu, pas à ma connaissance, il n'y a pas eu d'explosion extraordinaire. Les autres livres très peu, hein. Il y a eu très très peu de livres. On a adressé une liste, l'Institut culturel roumain a adressé une liste avec toutes les traductions. Elle est courte. Elle est bien courte. Malheureusement d'ailleurs, c'est presque, c'est tragique, c'est même pas presque tragique. Il y a eu très peu de livres et d'autres livres qui étaient traduits l'étaient pour d'autres raisons, elles aussi politiques.
parce que les écrivains répondaient, disons, à une certaine idéologie qui devait être subventionnée pour qu'il y ait des traductions. Il y a des cas très connus, il y a des auteurs communistes qui ont été traduits, mais dans le monde entier. Donc tout est à nuancer, je pense, de ce, là, de vous ce point de vous parlez vue. des auteurs roumains financés par les Roumains. Alors là, évidemment, c'est bien sûr. Mais moi, je parlais Oui, des mais auteurs accepté roumains. par les éditeurs étrangers. Voilà, quand des auteurs roumains. Même. Non. Mais si, c'est important. Mais c'est important parce que... Voilà, exactement. Donc c'est pour cela que c'est fondamental. C'est fondamental parce que la traduction était financée, mais l'édition aussi. Y compris pour les auteurs français. Oui, bien sûr, exactement. Exactement. Oui, vous avez tout à fait raison. Pour la France, dans l'étude de Johanna Popa, elle montre tout à fait ces deux circuits cloisonnés. Et en fait, ces deux circuits se brouillent en 1958 avec la collection d'Aragon littérature soviétique, où là, moi j'ai travaillé sur les archives, donc c'est incroyable, il y a des pressions dans la maison pour faire passer des textes plus hétérodoxes, etc. Et puis Aragon qui est l'intermédiaire avec l'agence soviétique, hein, parce qu'il y a une agence qui représente, et Aragon qui menace tout le temps et qui arrosait en plus tous les autres éditeurs, donc il menace tout le temps, soit de se suicider, soit de se retirer, soit de donner le livre à un autre. Non, mais oui, je sais, et c'est pour ça. Mais donc, effectivement, les circuits se brouillent et s'interpénètrent à partir de 58, mais c'est aussi après 56, c'est aussi après la... Oui, bien sûr, et c'est vrai qu'il y avait un nombre impressionnant, il faut le dire, pas seulement en Roumanie, mais dans tous ces pays, un nombre impressionnant de traductions d'auteurs qui s'inscrivaient, bien entendu, dans la même idéologie. Il y avait énormément d'argent de tous les côtés pour soutenir cette grande cause. Mais pour revenir quand même à cette question qui nous intéresse beaucoup plus, voilà, aujourd'hui, voilà ce qui se passe aujourd'hui. En fait, comme la poésie représente, disons, un enjeu commercial plus que limité, pour utiliser une sorte d'euphémisme, voilà. Ce qui compte, après tout, c'est justement rompre avec la tradition, changer carrément le visage de la poésie. Et c'est d'ailleurs ce que recherchent absolument tous les traducteurs, ce que recherchent presque, cette fois-ci, toutes les maisons d'édition qui traduisent de la poésie. Et je voudrais ajouter 2 points qui me semblent importants. Je voudrais quand même préciser que ce n'est pas toujours, heureusement, n'est-ce pas, du donnant-donnant. Voilà, quand même. Non, voilà. Et il y a... là, non plus, malheureusement, mais on aimerait bien. Et il y a un autre point qui me semble tout à fait fondamental. En fait, le mot médiatique n'est pas forcément à dissocier du mot poésie, loin de là. Peut-être qu'en France, les choses ne se passent pas très bien, en tout cas pas aujourd'hui. Mais ailleurs, les choses se passent merveilleusement bien. Par exemple, quand on va à côté, on va à Rotterdam, où on organise le plus important festival de poésie en Europe, Poetry International. On est accueilli au Théâtre National, les gens se bousculent, on paye l'entrée, toutes les chaînes de télé sont là, tous les journaux sont là. Mais on va ailleurs, on va un petit peu plus loin, on va à Struga, où il y a 1500 personnes, 1600, par exemple en 2015, pour l'ouverture. Il y a la chaîne nationale et encore une fois, les journalistes se bousculent. Mais si on va, par exemple, en Colombie, à Medellín, là, il y a 3000 personnes pour l'ouverture. L'année dernière, il y avait 3000 personnes. Bon, malheureusement, je ne les ai pas comptées, mais en tout cas, c'est ce que disaient les journaux. Donc, c'est tout à fait possible. Mais c'est juste peut-être un point de vue. C'est pour cela que tout me semble, disons, bon, relatif. C'est des lieux où la poésie a un statut différent de celui qu'elle a aujourd'hui en France. Oui, bien sûr. C'est bien sûr, à qui le dites-vous? Mais en même temps, il faut bien savoir d'où on part et de quelle situation on est aujourd'hui, si on veut être réaliste. Alors peut-être, moi je voudrais revenir à cette question de la géopolitique. C'est-à-dire, puisque vous parlez d'aujourd'hui, il faudrait qu'on explique dans quelles conditions un auteur issu d'une langue minoritaire peut éventuellement avoir accès au grand circuit. Voilà, supposons que vous êtes monsieur X d'une langue et que vous vous exprimez et vous écrivez
de la littérature dans une langue minorée, une langue dominée. Comment faire pour rejoindre, au fond, pour être traduit en français ou en anglais ou en allemand, dans les grandes langues qui dominent aujourd'hui le marché. Alors comment faire? Moi, j'aimerais bien que vous posiez la question et que vous disiez concrètement, à votre avis, comment faire. L'un de vous veut parler? Ils sont silencieux, hein, dès qu'on est concret. Ça dépend de la langue d'origine, c'est pas seulement la question du pays. Donc si on écrit dans une langue, on a évoqué Soyinka, il y a eu deux choses. C'était d'une part le fait qu'il écrivait en anglais, et d'autre part qu'il publiait, il publiait en Grande-Bretagne. Il faut publier à Londres ou à New York. De même, si on écrit en français, il faut publier à Paris, comme je disais tout à l'heure. Après, pour les autres langues, il faut avoir un agent assez puissant. Mais il y a quand même un phénomène très intéressant, c'est que la littérature allemande était en déclin dans les années 80. L'Allemagne était le pays qui traduisait le plus. Dans les années 90, c'est plutôt la France. L'Allemagne est sujette à des concentrations. J'ai pas fait d'études là-dessus, mais c'est des pistes comme ça qui devraient être creusées. Depuis une quinzaine d'années, les agents sont rentrés en Allemagne. Et tout d'un coup, la littérature allemande est devenue beaucoup plus importante en Allemagne et à l'étranger. Chez les Espagnols, les agents sont rentrés avant. Et la littérature espagnole, au sortir de la période franquiste, a repris le dessus. C'est la seule langue qui a augmenté en termes de traduction, et c'est pas à cause de... même s'il y a une énorme activité littéraire en Amérique latine, mais les écrivains latino-américains qui sont connus, ce sont ceux qui publient à Madrid ou à Barcelone. Voilà. Donc la question, c'est comment lutter contre ces configurations-là, parce que ce sont des concentrations un peu... on a l'impression d'une plus grande diversité, d'une plus grande circulation, mais en fait, les voies sont beaucoup plus étroites, sont beaucoup plus concentrées. Alors, dans les années 50, il y avait c'est pour ça que j'ai parlé de volontarisme au début, il y avait un programme mis en place par l'UNESCO, qui malheureusement l'a abandonné, qui était le programme des œuvres représentatives. Bon, il y a eu énormément de débats sur cette notion de représentativité qui sont assez drôles. J'ai regardé les archives, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était pour promouvoir l'interconnaissance entre les cultures occidentales et non occidentales, et surtout faire introduire les cultures non occidentales. Il y avait très peu si je prends la France pour ce que j'ai, très peu il y avait une traduction de Tagore. C'était je pense le seul auteur indien qui était connu. Voilà. Il y avait Kaiwa, il y avait... Oui. Voilà, donc il y a eu tout un programme qui a été mis en place avec des consultations dans des pays, et donc l'UNESCO, n'a jamais beaucoup d'argent, mais soutenait, aidait, parfois finançait, ou en tout cas mettait en relation les intermédiaires, jouait un rôle très important, et il y a un certain nombre de... Par exemple, la collection Connaissance de l'Orient et la collection La Croix du Sud, dont le premier titre est Borges, donc c'est la collection lancée par Kaiwa, qui était aussi chez Gallimard, c'est le résultat, en fait, donc Connaissance de l'Orient, c'est Etiamble, c'est le résultat en partie de ce programme. Ça a été une incitation assez forte à l'ouverture des frontières géopolitiques et imaginaires, en fait, de l'Europe dans les années 50-60. Tentons de dire un mot de géopolitique. Il y a un livre très intéressant de Franco Moretti, qui est un Américain de l'Université de Columbia, italien d'origine. Oui, non, italien d'origine, mais c'est à l'Université de Columbia qu'il a été. Toujours est-il que, oui, c'est le frère du cinéaste Moretti, qui a écrit un livre absolument formidable, qui est un atlas du roman. Et dans cet atlas du roman, si je fais allusion à lui, c'est parce qu'en fait, il a montré ce qu'il en était d'un certain nombre de langues minoritaires, mais surtout, il a montré que le roman est né de la division de l'espace européen. Alors ça, je trouve ça extrêmement intéressant, et je voudrais savoir comment vous réagissez à ça, parce que pour lui, ce sont les affirmations nationales qui font le roman. Et je trouve qu'il y a là une idée extrêmement intéressante
qui prouve la légitimité qu'on aurait à essayer de défendre la diversité des nations et la diversité des langues. Parce que Moretti explique de façon extrêmement claire que les formes symboliques de l'État-nation favorisent l'éclosion, le développement du roman. Alors je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. M. Cervantes n'aurait pas été d'accord. Pardon ? Je pense que M. Cervantes n'aurait pas complètement été d'accord. Mais c'est vrai. M. Quichotte n'aurait pas été d'accord avec cela. Mais sans doute. Oui, mais on peut dire que quand même en termes de tendance et de circulation du genre et de légitimation du genre romanesque, c'est totalement vrai. Et parce que aussi le roman a été la forme de l'écriture des histoires nationales avant qu'il y ait l'histoire constituée. Et il faut rappeler que Balzac, il se présentait comme des études sociales. Hein, et donc c'est à travers ça que la forme romanesque est légitimée. Elle était quand même pas très considérée, ou alors la fiction servait en fait à contourner la censure en France sous la Restauration. C'est surtout en Angleterre que ça se développe dès le début du 19e. Mais Moretti montre dans un autre travail comment en fait il a étudié les courbes des sorts des genres, et il montre comment le roman en fait prend son essor dans d'autres pays à distance, et c'est la circulation du modèle en fait. Et alors c'est lié à la naissance des espaces, des industries éditoriales nationales dans la langue, parce que ça va de pair avec la codification d'une langue nationale. Donc on crée une édition dans la langue. Et qu'est-ce qu'on fait pour créer une édition dans la langue alors qu'il n'y a pas de production? On a un Don Quichotte et on a... Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on traduit. Et donc toute cette histoire des littératures nationales, c'est extraordinaire, elles sont fondées sur la traduction. Et sur la traduction d'un certain nombre de textes communs que montre Pascal, c'est-à-dire que l'ancienneté, dont le Quichotte, bien sûr, et quelques autres. Et donc, cette fiction des littératures nationales, elles sont fondées d'abord, avant tout, sur la traduction, et ensuite viennent une génération d'écrivains qui vont s'inspirer. Mais ça a été la mode, il y a des travaux menés par Itamar Evenzoar qui montrent comment la codification des modèles littéraires passe par la traduction. Alors, par exemple, on importait en hébreu des traductions du français via le russe pour standardiser les formes poétiques ou l'écriture des dialogues. Voilà. Si on regarde ce qu'il en est, par exemple, d'un certain nombre d'écrivains qui sont identifiés parfois à leur langue d'expression, par exemple, il y en a qui s'assimilent totalement à leur langue d'expression. Si vous prenez Beckett, qui vomissait son Irlande d'origine, si vous prenez Michaud, qui exprimait sa haine à l'encontre de la Belgique, mais qui a trouvé avec le français, évidemment, de quoi s'exprimer sans revendiquer l'identité belge. Si vous prenez Danilo Kish, au fond, il s'est écrit en français parce que Danilo Kish, il battait la censure et il écrasait la censure à l'occasion de son écriture en français. Et c'est comme ça qu'il est devenu Danilo Kish, que nous connaissons tous. Si on prend les écrivains africains, souvent ils proviennent de petites langues à très faible capital littéraire, et ils doivent emprunter quelquefois la langue du colon pour pouvoir avoir une chance, au fond, de trouver le marché national. Donc on a un certain nombre de contradictions comme ça, qui sont extrêmement intéressantes, c'est-à-dire l'accès à ces langues véhiculaires, même si elles sont dominantes, est indispensable si on veut toucher le marché mondial. Véhiculaire et littéraire. Et littéraire, oui. Il y a plein de langues véhiculaires en Afrique qui ont une très grande diffusion, mais qui n'ont pas forcément le capital littéraire, comme dit Pascal, et donc pas la même valeur sur ce marché mondial de la traduction. Est-ce que vous avez des questions? Il y a Ngugi qui a décidé quand même d'abandonner l'anglais et de revenir à sa langue. C'était un coup de force, en fait. Oui. C'est pas une question, mais faire quand même, disons, une remarque historique sur le développement des traductions. Pour moi, c'est le rapport France-Italie qui m'intéresse et à marge avec la Roumanie. Mais moi, à 15 ans, j'avais lu tous les plus grands poètes et romanciers français du 19e siècle.
à part que j'étais parti des troubadours. Et donc, le parcours de l'histoire de la littérature française, pour moi, n'a pas de secret d'une certaine manière. La France ne traduisait pas. Il y a, disons, une histoire d'amour raté. Jusqu'à la fin, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'au surréalisme et à la philosophie sartrienne, la France était au centre du monde littéraire. Voilà. Elle ne traduisait pas rien du tout, ou presque. Qu'est-ce qui s'est passé après? Maintenant, on assiste à une marche forcée. Et souvent, les écrivains qu'on nous impose, même les Italiens, moi, je ne les lirai même pas, y compris Camilleri, par exemple, parce que je n'aime pas le polar et je n'aime pas les commissaires dans les livres. Mais pour la poésie est tragique, parce que les poètes italiens ne sont pas connus en France. On a mal traduit déjà Pétrarque. Au début, c'était la traduction en prose. On connaît mal Leopardi, qui pour nous, c'est le grand classique de la poésie italienne. On l'a mal traduit. Récemment, il y a quelque chose aussi, pas paru peut-être dans la Gallimard Poésie. On n'a pas traduit pratiquement. Mais il y a eu, ces dernières années, Jean-Charles Veillant, c'est l'un des plus courageux qui a été dans son engagement pour la traduction de la poésie italienne. Moi, j'ai eu aussi le plaisir, il y a beaucoup de temps, d'être publié par lui, mais en italien. Mais en choisissant des poèmes qui est quand même mélangé un peu le français. Mais on a traduit très peu. Mais c'est la question est disons, l'accessibilité et comment est reçue cette poésie italienne. Parce que, par exemple, Dierval Angelini a traduit Montale, le prix Nobel, chez Gallimard. Personne ne connaît Montale en France. Oui, j'exagère, mais lui, il se plaignait, il s'est toujours plaint que le livre ne passait pas. Voilà, il y a eu des difficultés. Donc, c'était pas... Tout ça a compté beaucoup. Pour ce qui concerne la littérature roumaine, qui jusqu'aux années 60 a été une découverte de la culture italienne, parce qu'une des plus belles histoires de la littérature roumaine a été écrite par un Italien, c'était Lupi. À cette époque-là, les Roumains produisaient eux-mêmes des livres de poésie traduits en italien ou en français. Il ne faut pas oublier quand même que le roumain, c'est une langue néo-latine, avec beaucoup d'apports français et italiens. Beaucoup d'apports. Et ils se traduisaient eux-mêmes en Roumanie. J'ai beaucoup de livres de Blaga, etc., en version italienne, en version... Et récemment aussi, mais aujourd'hui, les poètes un peu... Récemment, Jacques-André, un ami à moi, est en train de publier tout Blaga, par exemple. Curiol avait traduit Marine Sorescu il y a quelques années, l'intégrale, avant qu'il ne devienne ministre... Voilà. Mais aujourd'hui, il y a un intérêt aussi, des institutions publiques roumaines pour la promotion de la littérature dans son ensemble. Moi, récemment, j'ai chroniqué au moins 5 romans d'auteurs roumains. Crăciun, même l'Irina Teodorescu, l'autre jour. Et comme ça, je veux dire, il y a un intérêt spécifique pour... Il faut non plus oublier que les Romains ont une force en France et à Paris, ils ont toujours compté, depuis longtemps, et ils comptent. Et ce n'est pas le nom qui peut exister aujourd'hui. Bon, on a évidemment un ami en commun, Virgile Tanaz, mais Virgile ou Oria Badescu ont été, disons, directeurs de l'Institut culturel italien, etc. Mais Virgile, c'est quand même quelqu'un de... Voilà. Donc c'est une situation très, très compliqué aussi par ce manque qui était dans la traduction, de traduction en France de la littérature étrangère en général. Je voulais poser une question. Par rapport à quoi on peut évaluer la capacité littéraire, le capital littéraire? Parce que chez moi, au Sénégal, on écrit Pulaar, on écrit Wolof, on écrit Soninké. Par rapport à quoi vous pouvez évaluer le capital littéraire de nos langues au pays?
Et là, le capital littéraire, c'est pas la valeur littéraire, hein, c'est la valeur littéraire sur un marché, en fait. C'est pas la valeur propre de l'œuvre. Une œuvre les manuscrits de Kafka, tant qu'ils n'ont pas été publiés, ils avaient une valeur intrinsèque, mais elles n'avaient aucune valeur sur le marché, ils étaient inconnus. Donc la notion de Pascal Casanova de capital littéraire, elle s'appuie sur justement des instruments de mesure très simples, c'est-à-dire le nombre de textes qui sont entrés dans le canon mondial, par exemple. Voilà. Donc c'est juste un indicateur pour essayer de rendre raison de ces différences et comprendre les facteurs de ces différences. C'est pas de dire que la littérature française est meilleure que d'autres littératures, c'est qu'elle a une grande tradition littéraire, mais il y a des langues... Alors, ce que vous soulevez, c'est un point très important, c'est qu'il y a eu aussi, via l'imposition de ce canon qui est occidental, la marginalisation quasi totale de la littérature orale, qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui, mais qui est quand même centrale, et d'ailleurs dont toute la littérature africaine est complètement imprégnée, je veux dire chez Nkrumah, c'est très présent. Donc ce sont des notions qui servent juste au contraire à comprendre les formes, comment ces dominations symboliques s'exercent et par quels moyens, et comment est-ce qu'on peut les mesurer justement pour réfléchir. Là, j'avais présenté l'an dernier à un colloque une conférence sur la question du canon mondial. Donc que faire pour modifier ce canon? C'est très difficile parce que la question, elle est... Qu'est-ce qui se passe si on en vient à relativiser complètement le canon aussi? Parce que c'est une tendance aujourd'hui, par exemple, dans les universités américaines, il n'y a plus de canon. Donc n'importe quel texte peut être enseigné. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y a pas une fragmentation des conversations? Voilà. Je voulais juste dire un mot sur la question de la distribution. Vous avez soulevé un point extrêmement important. J'avais participé à un colloque à Casablanca il y a une dizaine d'années sur les traductions en arabe. Même pour le recensement des traductions, c'est difficile parce que ça ne circule pas entre les pays, parce qu'il n'y a pas de réseau de distribution. Et c'est la même chose en Amérique latine. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des traductions qui se font, et du coup, ça renforce encore plus les centres, parce que beaucoup de choses se font à Beyrouth ou au Caire, qui sont les capitales littéraires du monde arabophone. Et du coup, très peu circulent. Bon, sans parler des questions des traductions pirates et tout ça, qui est une question qu'on pourrait discuter aussi, parce que c'est aussi des formes de domination, cette question du monopole. Je ne devrais pas dire ça dans cette enceinte, mais je le dis quand même. La question du droit d'auteur aujourd'hui est débattue par beaucoup de gens dans la perspective aussi de la dépossession des pays pauvres. Voilà, donc c'est un point très important. Je voulais faire une petite intervention qui recoupe un peu ce que vous venez de dire, et puis par rapport à la question posée par Malik Diarra. Et ça recoupe un des débats de nos tables rondes ce matin. C'est-à-dire que Liliane Castelotte, qui était une femme très intéressante et importante pour la meilleure connaissance, je dirais, des littératures africaines dans le monde, qui est morte récemment, et on doit saluer cette grande dame, elle était aux prises, je me souviens bien d'elle, je l'avais rencontrée à différentes reprises, et notamment lors d'un congrès mondial du Pen Club qui avait lieu à Dakar, au Sénégal. Et elle faisait tout, elle a toujours fait tout pour valoriser justement des écrivains africains de différents pays, etc. Et elle était très très mal à l'aise à un moment donné, dans la dernière période de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle voyait que finalement avait émergé au niveau mondial, et s'en était saisi, emparé des Africains déplacés qui étaient venus plutôt en Europe se faire publier dans les grandes maisons françaises, des thématiques qui passaient bien, un peu transnationales, un peu mondiales, un peu du tout monde, que des gens comme Alain Mambankou et d'autres ont bien reprises, qui les ont rendues très populaires et qui font qu'ils sont très très bien à l'aise dans les universités américaines. J'aime bien Alain, c'est un ami, donc je ne le critique pas en disant ça, mais c'était un constat simplement qu'elle faisait. Et elle disait, mais maintenant c'est très malheureux parce que il y a lui, mais il y en a d'autres qu'on pourrait citer, etc., qui ont joué, qui ont su très, très intelligemment, je dirais, et élégamment, avec un certain talent d'ailleurs, jouer là-dessus pour se faire un public mondialisé maintenant, alors qu'il y a encore de très grandes voix africaines qui maintenant sont complètement occultées et qui sont sous les cendres, je dirais, et qui n'arriveront plus à accéder à cette connaissance ou reconnaissance par les langues dominantes ou les langues du monde, on va dire les langues plus importantes. Ça ne veut pas dire qu'elles soient plus grandes, mais elles ont plus de locuteurs, tout simplement, et des moyens financiers. Voilà. Et ça recoupe un des débats de ce matin, et je crois que c'est important, ça, de le dire. Oui, monsieur.
Merci. David Ferré du Pen Club français, entre autres. Je ne peux pas m'empêcher de prendre la parole. Merci en tout cas pour cette table ronde. Juste par rapport aux traducteurs, aux traductrices, c'est un dialogue croisé avec Corinna Gepner, avec qui j'échange régulièrement sur cette question, puisque je suis traducteur des espagnols, précisément, et non pas de l'espagnol, et de théâtre. Donc on redouble la minoration, j'allais dire, du genre. On n'a pas du tout évoqué, je crois, c'est important dans l'histoire de la traduction, il y a quand même deux catégories de traductrices et de traducteurs. Il y a les guerriers et les guerrières, qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais qui sont ceux qui connaissent le champ de bataille et qui stratégiquement peuvent positionner selon les enjeux de la guerre le butin à déplacer. Et puis il y a, je crois, les traductrices et les traducteurs observateurs, observatrices, qui observent ce qui se passe en amont, donc sur un territoire source, comme on dit, et ce qui pourrait se passer, pas seulement depuis le point de vue du marché, mais du point de vue littéraire, au sens très large du terme, qui observent, une fois de plus dans l'entre-deux que j'évoquais ce matin, ce que pourrait devenir une œuvre littéraire entre deux pays. Et alors, évidemment, ce n'est pas très économique ce que je dis, c'est-à-dire qu'en termes d'arguments auprès d'un éditeur comme Gallimard, ou d'autres, peu importe, on cite Gallimard toujours comme l'emblème des littératures étrangères, ce n'est pas complètement vrai, mais ce n'est pas complètement faux. Ce n'est pas forcément un argument qui tient bien. Mais j'insiste, je crois, sur l'idée sur le fait de l'observation de ce qu'est traduire et d'amener des textes, contemporains ou pas, parce que si la traduction était longtemps une histoire de transport, c'était l'idée de transporter une langue à une autre, aujourd'hui c'est plutôt l'idée d'un rapport nouveau qu'on entretient avec notre propre culture que de traduire dans notre langue, qu'elle soit majoritaire ou minorée, ou appelez-les comme vous voulez. Et de ce point de vue-là, on n'a pas nommé, mais c'est beaucoup en lien avec le travail de la TLF, et je ne le dis pas depuis un point de vue technique et économique, mais plutôt esthétique, c'est qu'en France, je suis toujours très surpris, un traducteur commence à être reconnu comme un auteur. Dans aucune des... Enfin, alors, évidemment, en Angleterre encore moins, enfin, dans les espaces anglophones encore moins, et dans les milieux hispanophones, on n'en parle même pas. C'est-à-dire que l'idée qu'un traducteur n'est pas seulement un bon technicien ou un bon guerrier pour avoir le pouvoir de faire connaître une œuvre à Paris, d'autant plus, c'est juste... c'est un fantasme d'une certaine façon. Et en France, on a, d'un point de vue du droit d'auteur, que portent beaucoup les institutions, mais aussi ceux qui ont essayé de penser la traduction, je pense à Méchonik, mais enfin il y en a bien d'autres, on est aussi des auteurs. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, j'insiste beaucoup là-dessus. Et que je crois que par défaut, on oublie souvent de parler de ça, et il me semble que pourtant c'est... si ce n'est le nerf de la guerre, un endroit très fort et singulier de l'histoire de la traduction. De ce point de vue, je pense que c'est une retombée quand même de la situation institutionnelle dans laquelle on est. C'est-à-dire que la situation institutionnelle dans laquelle on est exceptionnelle en France, avec les institutions qui financent la traduction, conduit à ce qu'on a plus de considération pour les traducteurs qu'on en a dans n'importe quel pays. J'ajouterais que le fait qu'on ait une chaîne, il y a prescription, parce que je n'y travaille plus depuis 15 ans, comme France Culture, qui consacre des émissions entières à la traduction et à la manière dont la traduction se joue, c'est la preuve qu'on a un paysage relativement exceptionnel. Moi, je reviens aussi des USA et j'ai discuté de ce qui se passe aujourd'hui dans certains médias culturels aux États-Unis. La question de la traduction et du travail créatif des traducteurs n'est quasiment jamais abordée. Parce qu'au fond, il n'y a pas cet environnement culturel et institutionnel qui permettrait qu'il le soit. Je voudrais nuancer dans deux sens. D'une part, le Pen Club américain fait un énorme travail depuis une dizaine d'années. J'ai vu là Esther Allen, qui était une des promotrices, qui s'est battue pour faire reconnaître la cause de la traduction aux États-Unis. Donc effectivement, c'était pas gagné, mais ils ont créé un prix. Enfin bon, il y a le festival. Et par ailleurs, je voudrais nuancer aussi la position des traducteurs en France, parce que dans des petits pays, les traducteurs ont un statut beaucoup plus prestigieux qu'en France, parce que ce sont les importateurs de l'étranger, et donc ils peuvent avoir. Et aux États-Unis, les grands noms comme Lydia Davis, qui est une auteure, mais c'est un peu plus compliqué pour les États-Unis. Alors c'est vrai que beaucoup de traducteurs sont payés au forfait. Enfin, c'est absolument scandaleux. Ils n'ont pas même de royalties ni rien. Mais dans le
copyright, comme l'auteur du texte d'origine dans une traduction, en fait, il n'a aucun droit puisqu'il n'y a pas de droit moral, donc il cède tout, sauf si l'éditeur français a veillé à lui garder un droit de regard. En fait, pour l'éditeur américain, l'auteur, c'est le traducteur. Évidemment complètement dominé et complètement soumis au dictat de l'éditeur, mais en fait, moi j'ai vécu ça pour la traduction de La guerre des écrivains. Heureusement que Fayard avait négocié une clause dans laquelle j'avais un droit de regard sur la traduction, parce que sinon, côté américain, on considérait que je n'avais absolument rien à dire sur la traduction. Je voudrais peut-être, si je peux juste évoquer, parce qu'on a parlé beaucoup des questions d'inégalité, il y en a une qu'on n'a pas évoquée, c'est quand même celle de la position des femmes sur ce marché de la traduction, qui sont sous-représentées dans le marché où elles sont le plus attendues, qui est le marché anglo-américain. Moi, j'avais fait un travail sur donc les traductions du français aux États-Unis dans les années 90. Donc, sur mes 1000 titres, je pense qu'il y avait un quart qui était des livres écrits par des femmes. Si je regardais que les contemporains, ça montait à un tiers. Ce qui est quand même, je pense, un peu sous-représenté par rapport à la production. On n'a pas de données précises là-dessus, mais ça veut dire que dans d'autres pays, c'est bien moins. Bien moins. Et alors, j'ai regardé aussi les sciences humaines, et les sciences humaines, on tombe à 15% en anglais. Voilà. Et donc, je pense que, sans parler pour les autres pays, c'est encore bien moins. Je vais ajouter également, voilà, pour rebondir sur ce que disait David, il me semble qu'en France, c'est très contrasté, c'est très paradoxal. Je crois qu'effectivement, on est un des pays où les traducteurs vivent le mieux et jouissent d'une reconnaissance non négligeable. En même temps, à la TLF, on est bien placé pour savoir que chaque jour, on doit faire remarquer à tel média qui parle d'un livre traduit qu'il oublie de citer le nom du traducteur. Et je veux dire, c'est rien d'autre que cela. Et c'est chaque jour à refaire. C'est vraiment ça s'appelle Sisyphe. Voilà, chaque jour, on sait qu'on aura notre lot d'oubli comme ça à signaler. Et puis, alors plus profondément, je crois que le traducteur continue d'avoir un statut paradoxal qui est celui d'auteur second par nature. Sauf que je crois qu'encore trop souvent, on ne lui reconnaît pas la qualité d'auteur au sens littéraire du terme. Aussi étrange que ça puisse paraître, il y a encore trop de discours discriminants et dépréciatifs à son égard. Et je n'ai pas envie de vous citer ici nommément des choses que j'ai entendues encore très récemment, même dans les milieux gouvernementaux, à la culture, etc. Mais parfois, on est vraiment assis. C'est une telle méconnaissance. Prendre conscience que le traducteur joue un rôle tout à fait essentiel dans la production littéraire d'un pays reste encore, je veux dire, ça n'est pas partagé par tout le monde. Comprendre que le traducteur est un praticien de la langue française au même titre qu'un écrivain de langue française, ça n'est pas encore complètement entré dans les mœurs. Et le traducteur, de ce point de vue-là, a, me semble-t-il, un travail extrêmement intéressant à faire, qui est de manier et de faire bouger la langue française aussi, précisément dans ce travail de traduction. Pas n'importe comment, de manière réfléchie, de manière parfois aussi interrogative. Mais il y a vraiment quelque chose là de l'ordre du travail littéraire qui est encore très méconnu. Et ça n'est pas vouloir donner au traducteur une place à laquelle il n'aurait pas droit. C'est simplement essayer de mieux faire comprendre ce qu'il fait. Et qui est vraiment complexe, un exercice éminemment complexe. Je crois que plus on traduit et plus on a le sentiment qu'on a encore des tonnes de choses à apprendre et qu'on ne saura jamais ce que c'est réellement que la traduction. C'est un exercice vertigineux. Et ça, je crois que c'est pas encore partagé. Je veux dire, la conscience de ce qu'est ce travail n'est pas encore largement partagée. Voilà. Ce qui montre bien que c'est quand même une lutte et que c'est pas une reconnaissance qui vient toute seule. Et donc la TLF a joué un rôle central. Et puis Actes Sud aussi, je pense, a joué un rôle important pour mettre en avant le nom sur la couverture. Ce qui, aux États-Unis, ça se fait pas. On met pas le nom sur la couverture. Alors vous dirigez une revue qui s'appelle La Traductière, peut-être vous pouvez expliquer. Ah oui, vous l'avez déjà précisé. Oui, oui, c'est en fait une maison d'édition
Oui, la revue existe depuis très longtemps, depuis quand même 35 ans. Non, c'est la 36e année même. Voilà, la 36e année, mais depuis la fin de l'année 2016, je me suis dit qu'on pourrait transformer cette aventure en faire quelque chose de beaucoup plus ample, en tout cas essayer. Hein. Oui, je tiens à le préciser, essayer d'en faire quelque chose de plus ample, à savoir créer une maison d'édition qui se consacre exclusivement à la traduction, exclusivement également à la poésie. C'est une belle conclusion. Merci à tous et on va avoir des lectures maintenant. Pardon. Alors Daniel Dordet a été longtemps la secrétaire générale très active et brillante du Pen Club français. C'était peu après que mon père l'ait présidé. Voilà, elle va vous parler. Non, mais là, c'est tout à fait local ce que je vais vous raconter. Mais je trouve extraordinaire quand même que ce qui unit, alors ça, c'est pas pour les traducteurs, ce qui unit quand même nos pays, la France, l'Italie et tant d'autres, c'est la Languedoc. Et je me suis toujours souvenu de cette réflexion de mon beau-père qui avait fait la guerre de 14 et qui se retrouvait dans les Alpes avec des Italiens. Il parlait patois limousin et il se comprenait très bien. C'est vrai. Et effectivement, quand je lis des poèmes d'autres pays dont la base est la Languedoc, je comprends tout et ça garde comment dire, l'empreinte du poète, du vrai poète. Voilà. Alors c'était amusant parce que en attendant les traducteurs, je regardais. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais ça m'amusait de. Je parle italien d'ailleurs et anglais. Bon, enfin. Ça fait penser à un échange qu'on a eu avec une écrivaine antillaise qui était là tout à l'heure. Et on a évoqué le statut de la langue créole, puisque j'avais dit que la langue créole était une langue dominée à la fin de la matinée. Et en fait, elle m'a dit, mais pourquoi langue dominée, la langue créole? Je lui ai répondu, c'est comme le yiddish, c'est aussi une langue dominée. Ça ne signifie pas qu'on ne s'y exprime pas de façon très particulière et très spécifique. Mais aucune langue n'est par nature dominée ou dominante. C'est le fruit d'une histoire politique. Parce qu'à ce moment-là, elle m'avait répondu, elle, mais est-ce que vous ne croyez pas que le français a été dominé par le latin? Je dis, bien sûr, bien sûr. Le latin était une langue véhiculaire, le français était une langue quasiment vernaculaire, et puis ça a changé. Et aujourd'hui, le français est une langue véhiculaire, et oui, l'Occident... Pascal Casanova est sur ça, le français face au latin. C'est sur la domination linguistique. Bien, merci à tous et à toutes.